Tu n'es pas aveugle, c'est ta femme qui met quelque chose dans ta nourriture. C'est ce que la petite fille de la rue a dit au riche homme. Alexandre Dubois marchait sur la place du marché de son village côtier, où il vivait depuis 15 ans, appuyé sur le bras de sa femme, Sophie. Ses lunettes de soleil ne parvenaient pas à cacher la confusion qui envahissait ses pensées ces derniers mois, depuis que sa vision avait commencé à défaillir mystérieusement, laissant les médecins sans réponse. C'est au cours de l'une de ses promenades matinales qu'il sentit une petite main toucher délicatement son front. Une fille de pas plus de 10 ans, vêtue d'un sweat à capuche violet délavé, s'était approchée en silence. « Vous ne voyez pas bien, n'est-ce pas » demanda la fille d'une voix douce mais ferme. Alexandre s'arrêta, surpris. Sophie s'interposa immédiatement entre eux avec un sourire forcé. « Excusez-moi, ma chère, mais mon mari est sous traitement et ne peut pas être dérangé, » dit Sophie en essayant d'éloigner la fille. Mais la petite ne bougea pas. Ses yeux bruns se fixèrent sur ceux d'Alexandre avec une intensité qui le mit mal à l'aise. « Tu n'es pas aveugle » murmura-t-elle, assez bas pour que seul lui l'entende. « C'est ta femme qui met quelque chose dans ta nourriture. » Le cœur d'Alexandre s'accéléra. Les mots de la fille résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre par ciel clair. Sophie, qui n'avait pas bien entendu, tira son mari par le bras. « Allons, Alexandre. Nous ne devons pas prêter attention à ces enfants des rues. Ils ne veulent que de l'argent. » Mais Alexandre résista un instant. Se retournant, la fille resta là, les observant avec une expression trop sérieuse pour son âge. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait ignorer. Une certitude troublante qui le fit douter de tout ce qu'il croyait savoir. Cette nuit-là, Alexandre dîna avec moins d'appétit que d'habitude. Il observa discrètement Sophie préparer son plat, lui servant la boisson spéciale qu'elle disait essentielle à son traitement. Pour la première fois depuis des mois, il prêta une attention réelle au goût légèrement amer qu'il attribuait toujours aux médicaments. « Tu as à peine touché à ton repas, mon amour », commenta Sophie, s'asseyant à ses côtés à la table en acajou de la salle à manger. « Tu dois bien te nourrir pour récupérer. »« Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'appétit », répondit Alexandre en repoussant son assiette. Sophie insista comme elle le faisait toujours, mais il resta ferme. Au milieu de la nuit, quelque chose d'étrange se produisit. Sa vision parut plus nette qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Il put lire clairement les chiffres du réveil numérique sans forcer la vue. Le lendemain matin, Alexandre ressentit une clarté mentale qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Au petit déjeuner, il fit semblant de boire toute la boisson que Sophie avait préparée, mais en réalité, il en versa la moitié dans le pot de fougère quand elle alla à la cuisine chercher du sucre. Au parc, la même fille réapparut. Cette fois, Alexandre prêta attention aux détails qu'il avait ignorés auparavant. Elle était petite et mince, mais ses cheveux étaient propres et peignés. Ses vêtements, bien que simples, étaient en bon état. Elle ne semblait pas être une enfant complètement abandonnée. « Je savais que vous reviendriez », dit-elle, s'approchant lorsque Sophie s'éloigna pour prendre un appel. « Comment sais-tu pour ma nourriture ?» demanda Alexandre, gardant la voix basse. « Parce que je vois tout. Je vis près d'ici et j'observe toujours les gens. Votre femme va dans une pharmacie de l'autre côté de la ville. Chaque semaine, elle paie toujours en espèces et n'utilise jamais la pharmacie près de chez vous. » Alexandre sentit un frisson. La fille continua. « Je m'appelle Manon. J'avais l'habitude de jouer dans ce parc quand j'étais plus jeune. Avant. » Elle fit une pause en regardant le sol. « Avant de perdre mes parents. Maintenant, je vis avec ma tante, mais elle travaille beaucoup. Je passe beaucoup de temps seul et j'ai fini par apprendre à observer les gens. Chers auditeurs, si l'histoire vous plaît, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. » Maintenant, en continuant, « Pourquoi me racontes-tu cela ?» demanda Alexandre, sincèrement confus. « Parce que j'ai vu mon père vivre la même chose. Ma mère s'occupait de lui quand il est tombé malade. Mais j'ai découvert plus tard qu'elle mentait au sujet des médicaments. Elle voulait garder l'argent de l'assurance. » Alexandre sentit le monde tourner. L'honnêteté brute de la fille traversa toutes ses défenses. « Es-tu en train de dire que, ma femme, elle ne vous aime pas vraiment ?» interrompit Manon, avec une tristesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « Je vois comment elle vous regarde quand elle pense que personne ne la voit. Ce n'est pas de l'amour, c'est différent. » Sophie revint de son appel et Manon s'éloigna rapidement, mais non sans murmurer. « Regardez ce qu'elle fait quand elle pense que vous dormez. » Cette nuit-là, Alexandre fit semblant de s'endormir tôt. Vers 23 heures, il l'entendit se lever silencieusement. À travers ses paupières entr'ouvertes, il la vit prendre son téléphone et sortir sur le balcon. Il parvint à capter des fragments de la conversation. Il se doute de quelque chose. Non, il ne peut pas encore arrêter. Cela doit être progressif. Alexandre sentit le sang lui glacer les veines. Chaque mot confirmait ses pires craintes. Sophie revint quelques minutes plus tard et vérifia s'il dormait toujours en lui touchant légèrement l'épaule. Il contrôla sa respiration pour maintenir la mascarade. Le lendemain, Alexandre décida d'enquêter par lui-même, annula ses réunions de travail
et, sans prévenir Sophie, se rendit en voiture à la pharmacie que Manon avait mentionnée. C'était un petit établissement dans un quartier périphérique de Marseille, exactement là où une personne irait si elle cherchait la discrétion. Le pharmacien, un homme âgé à la moustache grise, se montra initialement réticent, mais quand Alexandre mentionna le nom de Sophie et décrivit son apparence, l'homme devint visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je ne peux parler des ordonnances qu'avec le patient lui-même », dit-il en évitant le regard d'Alexandre. « Je suis le patient », répondit Alexandre en enlevant ses lunettes de soleil. « Et j'ai le droit de savoir ce que ma femme achète en mon nom. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le pharmacien déplaça nerveusement quelques papiers derrière le comptoir avant de murmurer. « Elle a dit que vous ne pouviez pas venir personnellement en raison de votre condition visuelle. » Alexandre sentit une vague de rage et de nausée simultanée. Quel type de médicaments achète-t-elle? Ce sont des gouttes spéciales pour provoquer une irritation temporaire. Il dit que c'était pour un traitement alternatif que le médecin avait recommandé pour stimuler la récupération. Le mensonge était si absurde qu'Alexandre faillit rire. Presque. Au lieu de cela, il sentit un vide profond se former dans sa poitrine. « Depuis quand achète-t-elle ces gouttes ? » « Environ 4 mois, monsieur. » Exactement au moment où vos problèmes de vision ont commencé. Alexandre rentra chez lui comme un automate. Son esprit traitait les informations de manière mécanique, essayant de comprendre comment il avait pu être si naïf. Sophie, la femme avec qui il était marié depuis 8 ans, la personne en qui il avait le plus confiance au monde, l'empoisonnait systématiquement. En arrivant chez lui, il trouva Sophie dans la cuisine, préparant son déjeuner spécial. Elle lui sourit affectueusement quand il entra. « Tu es rentré tôt aujourd'hui, mon amour. Comment vont tes yeux ?»« Un peu mieux, » mentit Alexandre, observant chacun de ses mouvements avec des yeux nouveaux. « C'est bien, le traitement fonctionne. J'ai préparé ta boisson préférée. » Alexandre accepta le verre, le porta à ses lèvres, mais ne but pas. « Sophie, tu m'aimes ?» La question la prit par surprise. Elle marqua une pause, cuillère à la main, et le regarda avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pendant une fraction de seconde, Alexandre vit quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. « Bien sûr que je t'aime, Alexandre. » Quelle drôle de question. Elle se remit rapidement, retrouvant son sourire chaleureux. « Bois ta boisson avant qu'elle ne refroidisse. » Alexandre fit semblant de boire le liquide, mais en réalité, il le garda dans sa bouche et alla aux toilettes où il le versa dans le lavabo. Le goût amer resta sur sa langue comme un rappel de la trahison. Cet après-midi-là, il retourna sur la place plus tôt que d'habitude, seul. Manon apparut presque immédiatement, comme si elle l'avait attendu. « Vous avez appris la vérité, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés sur le banc. « Comment le savais-tu » ? Ma tante travaille à la pharmacie du centre-ville. Elle m'a raconté que votre femme a posé des questions il y a quelques mois sur des médicaments pour la vue, mais ces questions étaient étranges. Elle voulait savoir sur des choses qui aggravent la vision, pas qui l'améliorent. Alexandre ferma les yeux, sentant le poids de la vérité. « Pourquoi m'as-tu aidé, Manon ?»« Parce que personne ne m'a aidé quand mon père en a eu besoin et parce que... » Elle hésita, donnant un coup de pied à un caillou. « Parce que vous avez l'air d'un papa sympa, pas comme les autres hommes riches qui passent par ici. » La simplicité de la réponse toucha Alexandre de manière inattendue. Cet enfant, qui avait tant perdu, essayait de le protéger d'une douleur similaire. « Manon, où vis-tu vraiment ?»« Avec ma tante Sandrine. Elle est femme de ménage dans plusieurs endroits. Elle travaille beaucoup, alors je suis seul la plupart du temps. C'est pourquoi je viens sur la place. » Alexandre étudia le visage de la petite fille. Il y avait là une maturité forcée, résultat de circonstances qu'aucune créature ne devrait affronter. « Ta tante sait que tu me parles ?»« Non, monsieur, elle n'aimerait pas. Elle dit que les enfants ne doivent pas se mêler de la vie des adultes. Mais tu t'es mêlé quand même parce que c'était la bonne chose à faire et parce que Manon le regarda directement. Parfois, les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. » Alexandre passa le reste de l'après-midi à discuter avec Manon, apprenant sur sa vie, ses observations, sa sagesse prématurée. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa ni à Sophie ni à sa vue. Il pensa à la façon dont une enfant avait montré plus d'honnêteté et de véritable sollicitude que la femme avec qui il partageait son lit. Quand il rentra chez lui, Sophie était anxieuse. « Où étais-tu » ? J'étais inquiète. Elle le serra dans ses bras avec une force excessive. Juste en marchant, en essayant d'assimiler les changements de ma vue. « Et comment vont tes yeux aujourd'hui ? En réalité, je crois qu'ils s'améliorent. » Sophie marqua une pause dans l'étreinte. Alexandre sentit la tension dans ses muscles. « S'améliore, c'est bien, mais nous ne devons pas être trop optimistes. Le médecin a dit qu'il pouvait y avoir des hauts et des bas. » « Quel médecin, Sophie ?»« Le spécialiste. Docteur Figueroa. Tu te souviens ? Nous en avons parlé la semaine dernière. » Alexandre ne se souvenait d'aucune conversation concernant un docteur Figueroa, un mensonge de plus à ajouter au tas croissant. Pendant le dîner, il fit de nouveau semblant de manger tout son repas,
mais il en jeta secrètement la moitié. Il fit semblant d'utiliser les gouttes que Sophie insistait pour lui appliquer. Mais il cligna rapidement des yeux pour enlever le liquide. Le lendemain matin, sa vue était considérablement meilleure. Il put lire des documents de travail sans difficulté, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Sophie le remarqua immédiatement. « Tu as l'air plus alerte aujourd'hui. Je me sens mieux, à vrai dire. Être-il temps d'augmenter la dose des médicaments pour accélérer la récupération ?» Alexandre sentit un frisson. « Augmenter la dose ? Oui, mon amour, si tu réagis bien, nous pouvons être plus agressifs avec le traitement. » Le mot agressif résonna de manière sinistre. Alexandre comprit que Sophie paniquait en voyant son amélioration. « En fait, je crois que nous devrions maintenir la dose actuelle. Je ne veux pas forcer trop. » Le visage de Sophie se crispa un instant avant de retrouver son expression contrôlée. « Bien sûr, tu connais ton corps mieux que personne. » Mais Alexandre vit ce qui se passait réellement dans son esprit. La peur, le désespoir, et quelque chose de plus sombre qu'il préférait ne pas nommer. Cet après-midi-là, il retrouva Manon. Cette fois, elle avait apporté quelque chose avec elle, un petit enregistreur qui semblait ancien mais fonctionnel. « Ma tante m'a donné ça quand mon papa était malade pour enregistrer ses conversations avec les médecins au cas où j'oublierais quelque chose d'important. Pourquoi me montres-tu cela ? Parce que peut-être que vous aurez besoin d'enregistrer quelques conversations aussi. » La suggestion était simple, mais les implications étaient énormes. Alexandre regarda le petit appareil, pensant aux possibilités. « Manon, tu es très intelligente pour ton âge. J'ai dû l'être. Quand on perd ses parents jeunes, on apprend à se débrouiller seul. » Alexandre sentit une pointe de tristesse pour l'enfance perdue de la petite fille. « Comment tes parents sont-ils morts ?» Manon garda le silence un long moment. « Accident de voiture. » Mais avant ça, mon papa est tombé très malade. Ma maman disait que c'était un problème de cœur. Ce n'est qu'après que nous avons découvert que ce n'était pas vrai. Ta maman a menti sur la maladie de ton papa. Elle voulait l'argent de l'assurance vie. Mais quand elle a découvert qu'elle ne l'obtiendrait pas, Manon fit une pause, déglutissant difficilement. Elle lui a dit de conduire cette nuit-là, en sachant qu'il avait des vertiges à cause des faux médicaments. Alexandre sentit son estomac se nouer. L'histoire de Manon était encore plus terrible qu'il ne l'avait imaginé. « Je suis désolé, Manon. C'est pourquoi je ne peux pas laisser cela se reproduire. Pas avec vous. » La détermination dans la voix de la petite fille était à la fois inspirante et déchirante. Alexandre comprit que Manon n'essayait pas seulement de l'aider, elle essayait de corriger une injustice du passé. « Que penses-tu que je devrais faire ? Découvrir pourquoi votre femme fait cela. Il doit y avoir un motif. » Alexandre avait évité cette question, mais il savait que Manon avait raison. Sophie n'agissait pas par pure cruauté, elle avait un objectif. « As-tu une idée ? L'argent, c'est toujours l'argent. Ou un autre homme. Parfois les deux. » L'honnêteté brutale de Manon frappa Alexandre. Il commença à envisager des possibilités qu'il avait inconsciemment rejetées. « Manon, sais-tu si ma femme, si elle a fréquenté d'autres personnes ? Je ne sais pas, mais je peux le savoir. Je suis bonne à observer sans être vue. » Alexandre hésita. Il ne semblait pas juste d'impliquer une enfant dans une enquête potentiellement dangereuse, mais Manon était déjà impliquée. Elle avait choisi de l'être. « Si tu découvres quelque chose, dis-le-moi, mais sois très prudente. D'accord ? Je le suis toujours. » Cette nuit-là, Alexandre décida de tester une théorie. Il annonça à Sophie qu'il devait voyager pour le travail pendant 3 jours pour régler une affaire urgente avec un client important. « Voyager, Alexandre. Tu peux à peine conduire en toute sécurité. C'est très dangereux. J'irai en avion et j'emmènerai un assistant avec moi. » Sophie se montra visiblement agitée. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ton traitement ne peut pas être interrompu. Ce sont 3 jours, mais les collyres, les boissons. Je peux les emporter avec moi ? Alexandre, s'il te plaît, reconsidère. Puis-je venir avec toi ? Non, Sophie. J'ai besoin de me concentrer sur les affaires et tu as tes propres engagements ici. » La discussion s'étendit toute la nuit, Sophie utilisant tous les arguments possibles pour le faire changer d'avis. Son insistance était disproportionnée, confirmant les soupçons d'Alexandre. Le lendemain matin, il fit semblant de partir pour l'aéroport, mais en réalité, il logea dans un hôtel du centre-ville. De là, il observa sa propre maison et surveilla les mouvements de Sophie. Il ne tarda pas à voir des résultats. Le premier après-midi, une voiture inconnue s'arrêta devant sa maison. Un homme qu'Alexandre ne reconnut pas entra et resta plusieurs heures. Chers auditeurs, si l'histoire vous plaît, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Maintenant, en continuant, Alexandre ressentit un mélange de colère, de tristesse et un étrange soulagement. De la colère pour la trahison, de la tristesse pour la fin d'un mariage qu'il avait cru sincère et du soulagement d'avoir enfin des réponses concrètes. Le deuxième jour, le même homme revint. Cette fois, Alexandre décida d'enquêter de plus près. Il suivit la voiture lorsqu'elle quitta sa maison et découvrit qu'elle se dirigeait vers un cabinet médical dans la vieille ville. « Docteur Serge Martin,
disait la discrète plaque sur la façade du bâtiment. Alexandre nota le nom et l'adresse. Le 3e jour, au lieu de rentrer chez lui comme prévu, Alexandre alla chercher Manon au parc. Elle apparut rapidement comme si elle l'avait attendu. « Alors, as-tu découvert quelque chose ?» demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés sur le banc habituel. « Tu avais raison, il y a un autre homme. » Manon hocha la tête avec gravité. « Je le savais, les femmes qui font se taire parce que je l'ai déjà vu. Chez moi, tu te souviens? Et parce que je fais attention. Les adultes croient parfois que les enfants ne comprennent rien. Alors ils parlent et font des choses devant nous. » Alexandre étudia le visage sérieux de la petite fille. « Qu'as-tu observé d'autre à propos de ma femme? Elle n'a pas l'air heureuse quand elle est avec vous. Elle a l'air impatiente, comme si elle faisait quelque chose qu'elle ne veut pas faire. » L'observation était douloureusement précise. Alexandre se rappela de petits moments. Sophie regardant l'heure pendant leur conversation, soupirant quand il demandait de l'aide, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Manon, je dois en savoir plus sur cet homme qui visite ma maison et sur la raison pour laquelle Sophie fait cela. Je peux vous aider. Je sais comment découvrir des choses sans que personne ne s'en aperçoive. » Alexandre hésita de nouveau à impliquer la petite fille, mais il réalisa qu'il avait besoin d'une alliée. Et Manon s'était montrée plus fiable et perspicace que bien des adultes qu'il connaissait. « D'accord, mais promets-moi que tu seras très prudente. Je le promets. » Cet après-midi-là, Alexandre rentra chez lui. Sophie le reçut avec une étreinte effusive, mais il remarqua la tension dans ses muscles, le soulagement exagéré dans sa voix. « Comment s'est passé ton voyage ? Tu as meilleure mine, ce fut productif, et ma vue semble vraiment s'améliorer. » De nouveau, cette contraction presque imperceptible sur le visage de Sophie. « C'est bien, mais continuons le traitement. Oui, nous ne pouvons pas prendre de risques. » Pendant le dîner, Alexandre observa Sophie avec des yeux nouveaux. Il vit l'impatience déguisée, les regards furtifs vers son téléphone, la manière dont elle insistait obsessionnellement pour qu'il prenne ses médicaments. « Sophie, as-tu été occupée pendant mon absence ? » « Pas beaucoup, juste les choses normales. Ménage, courses, quelques amis. » « Quels amis ?» La question l'a pris par surprise. Les habituels, Béatrice, Solange. Alexandre connaissait les amis de Sophie. Il savait que Béatrice était en voyage depuis 1 mois et que Solange avait déménagé dans un autre département. « Ah, Béatrice est déjà rentrée de voyage ? » « Oui. » « Non. Je veux dire, nous avons parlé au téléphone. Encore des mensonges. » Alexandre ressentit une profonde tristesse en réalisant à quel point il était devenu facile pour Sophie de lui mentir. Le lendemain matin, il retrouva Manon au parc. Elle avait des informations. « J'ai découvert le nom de l'homme. Dr Serge Martin est médecin, mais pas du genre qui s'occupe des yeux. Il est plutôt médecin généraliste. Comment l'as-tu découvert ? Je l'ai suivi jusqu'à un petit hôpital près de chez moi. J'ai demandé à une infirmière qui il était. » Alexandre fut impressionné par l'initiative de la petite fille. Autre chose. Il ne porte pas d'alliance. Et quand il est sorti de chez vous hier, votre femme l'a embrassé sur la bouche. Alexandre serra involontairement les poings. Savoir la trahison était une chose. En avoir les détails visuels en était une autre. Je suis désolé, monsieur Alexandre. Ce n'est pas ta faute, Manon. Tu m'aides à voir la vérité. Il y a une chose de plus. Ils ont parlé d'argent. J'étais caché près de la fenêtre de la cuisine et j'ai entendu une partie de la conversation. Alexandre se pencha en avant. Qu'as-tu entendu exactement ? Votre femme a dit quelque chose à propos de ne plus pouvoir attendre longtemps et que le plan devait s'accélérer. L'homme a parlé d'après le divorce et de partager les biens. Les mots frappèrent Alexandre comme des coups de poing. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était un plan élaboré pour détruire sa vie et voler sa fortune. Manon, c'est très sérieux. Il est peu, être temps de demander de l'aide à quelqu'un. Quel genre d'aide ? Alexandre réfléchit attentivement. Il ne voulait pas encore impliquer les autorités, pas sans preuves plus concrètes, mais il avait besoin de soutien. Je connais un détective privé, quelqu'un de discret. Penses-tu que ce soit une bonne idée ? Oui, mais en attendant, vous pouvez continuer à observer. Bien sûr. Mais, monsieur Alexandre, oui ? Vous allez bien ? Je veux dire, émotionnellement. La question de la petite fille le toucha profondément. Une enfant de 10 ans se souciait de son bien, être émotionnel, tandis que sa femme de 8 ans essayait de le détruire. Je ne sais pas, Manon, c'est beaucoup à digérer. Je comprends. Quand j'ai découvert pour ma maman, j'étais aussi très confuse. Avec courage et tristesse en même temps. Alexandre regarda la petite fille avec une admiration renouvelée. Elle avait affronté des trahisons encore pires que la sienne et avait maintenu non seulement sa raison, mais aussi sa compassion. Comment as-tu réussi à t'en sortir ? Ma tante m'a aidé et j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres faisaient, seulement comment je réagissais. La sagesse simple de Manon était plus réconfortante que tout conseil professionnel qu'Alexandre aurait pu recevoir. Tu es très spécial, Manon. Vous aussi, c'est pourquoi j'essaye de vous aider. Cet après-midi-là,
Alexandre contacta Éric Bernard, un détective privé qu'il avait utilisé des années auparavant pour vérifier l'intégrité de certains employés de son consortium. Éric était discret, efficace et fiable. « Alexandre, cela fait longtemps. Que puis-je faire pour toi ?» Éric le salua dans le petit café où ils se rencontrèrent. « Éric, j'ai besoin que tu enquêtes sur ma femme. » Éric hocha la tête, sans montrer de surprise. C'était un professionnel expérimenté. Soupçon d'infidélité ? Cela et plus encore. Je crois qu'elle est impliquée dans un plan visant à me nuire. Quel genre de plan ? Alexandre raconta tout. Les problèmes de vision, les faux médicaments, le docteur, Martin, les conversations sur l'argent. Éric écouta sans interruption, prenant des notes occasionnelles. C'est une situation complexe, Alexandre. J'aurai besoin de quelques jours pour rassembler des preuves solides. Combien de temps ? Une semaine peut être 2, cela dépend de leur comportement. Éric, j'ai besoin que tu sois très discret. Si Sophie découvre que j'enquête, je comprends. Elle pourrait accélérer ses plans. Ne t'inquiète pas, c'est mon métier. Alexandre se sentit un peu soulagé d'avoir une aide professionnelle, mais aussi anxieux de ce qu'Éric pourrait découvrir. Les jours suivants, il maintint sa routine normale, continuant à faire semblant de prendre les médicaments et les gouttes pour les yeux. Sa vision continuait de s'améliorer, mais il veillait à ne pas le montrer clairement. Manon poursuivit ses observations. À chaque rencontre sur la place, elle avait de nouvelles informations. Le docteur Martin visitait la maison 3 fois par semaine. Sophie sortait seule tous les jeudis après-midi, toujours habillée plus élégamment que d'habitude. On les avait vus ensemble dans un restaurant de l'autre côté de la ville. « Monsieur Alexandre, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Manon. Avez-vous vraiment aimé votre femme ?» La question le prit par surprise. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Parce que parfois les gens font de mauvaises choses, même quand ils sont aimés. Je veux comprendre pourquoi. » Alexandre réfléchit attentivement. « Oui, je l'aimais, ou je croyais l'aimer. Peut être que j'aimais, pas la personne qu'elle était réellement. » Exactement. Manon réfléchit un instant. C'est triste quand les gens font semblant d'être différents de ce qu'ils sont. Tu fais semblant d'être quelque chose que tu n'es pas, Manon ? Parfois, je fais semblant de ne pas me sentir seul, mais c'est différent. Je ne fais de mal à personne en faisant semblant. Alexandre ressentit une vague de tendresse pour la petite fille. Sa maturité émotionnelle était extraordinaire, surtout compte tenu de tout ce qu'elle avait traversé. « Manon, après que tout cela soit terminé, aimerais-tu que je rencontre ta tante ? Pourquoi ? Parce que peut-être que je pourrais vous aider d'une manière ou d'une autre en remerciement de tout ce que tu as fait pour moi. » Manon sembla mal à l'aise avec l'idée. « Ma tante n'aime pas beaucoup les gens riches. Elle croit qu'ils ne veulent que profiter. Pourquoi pense-t-elle cela ? Parce que c'est déjà arrivé. Des gens ont offert de l'aide, et après, ils voulaient des choses en retour, de mauvaises choses. » Alexandre comprit la prudence. « Et tu me fais confiance ?» Manon l'étudia de ses yeux sérieux. « Oui. Vous êtes différent. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de me donner des choses pour que je vous aime. Vous me parlez juste comme si j'étais une personne normale. Tu es une personne normale, Manon. Une personne très spéciale, mais normale. » Cette semaine-là, Alexandre remarqua des changements subtils dans le comportement de Sophie. Elle semblait plus anxieuse, plus attentive à ses mouvements. Elle vérifiait s'il prenait réellement les médicaments. Elle insistait pour l'accompagner à des rendez-vous où il avait l'habitude d'aller seul. « Alexandre, il est être temps de chercher un spécialiste différent, quelqu'un avec plus d'expérience dans les cas comme le tien. Ma vue s'améliore, Sophie. Pourquoi changer de traitement maintenant ? Parce que je veux m'assurer que tu reçois les meilleurs soins possibles. » Son insistance devenait désespérée. Alexandre perçut que Sophie paniquait parce que ses plans ne fonctionnaient pas comme elle l'espérait. « J'ai déjà pris rendez-vous avec un spécialiste dans une clinique privée. C'est pour demain. » Alexandre sentit une alarme immédiate. « Quoi ? Le docteur Serge Martin est très réputé. » Le nom confirma les pires craintes d'Alexandre. Sophie essayait de le mener directement à son complice. « Je ne peux pas demain. J'ai des réunions importantes. » « Alexandre, ta santé est plus importante que n'importe quelle réunion. Je peux le reporter à la semaine prochaine. » « Non. Je veux dire, c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui. Nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité. » La véhémence de Sophie était terrifiante. Alexandre comprit qu'il avait atteint un point critique. Sophie se préparait à accélérer drastiquement ses plans. « D'accord, Sophie, j'irai au rendez-vous. » Elle se détendit visiblement. Mais Alexandre planifiait déjà son prochain mouvement. Il devait parler à Éric et à Manon d'urgence. Cet après-midi-là, il trouva Éric dans son bureau. « Alexandre, c'est bien que tu sois venu. J'ai des informations importantes, moi aussi. Sophie essaie de m'emmener à un rendez-vous avec le docteur Martin demain. » Éric ouvrit un dossier rempli de photographies et de documents. « Alors, il est préférable que tu vois ça d'abord. » Les photographies montraient Sophie et le docteur Martin dans diverses situations intimes, dînant, se tenant la main,
s'embrassant passionnément dans une voiture. Les documents révélaient des informations encore plus troublantes. Sophie n'est pas celle que tu crois, Alexandre. Son vrai nom est Sophie Dubois Ortiz. Elle s'est déjà mariée 3 fois auparavant. Alexandre sentit le monde tourner. 3 fois. Et les 3 maris précédents sont morts dans des circonstances douteuses. L'un apparemment d'une crise cardiaque, un autre dans un accident de voiture, le 3e de problèmes rénaux soudains. Mon Dieu, elle a hérité de fortunes considérables de tous. Et il y avait toujours un médecin impliqué qui certifiait les causes naturelles des décès. Alexandre s'appuya sur la chaise, essayant de digérer l'information. Le docteur Martin était impliqué dans au moins 2 des cas précédents. Ils ont une association de longue date. Eric, qu'est-ce que je fais? Elle essaie de me faire consulter avec lui demain. N'y va surtout pas. Selon le schéma établi, il est probable qu'il prépare quelque chose de drastique. Alexandre ressentit une peur réelle pour la première fois. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de trahison. Sa vie était en danger. Je dois prévenir quelqu'un de tout cela. Je suis déjà en train de préparer un dossier complet pour les autorités, mais Alexandre, tu dois quitter la maison ce soir. Et où aller? Hôtel, chez des amis, n'importe quel endroit sûr, juste le temps que nous puissions résoudre cela officiellement. Alexandre accepta, mais voulut d'abord rencontrer Manon une dernière fois. Il devait la remercier et lui expliquer qu'il ne pourrait plus la rencontrer sur la place pendant quelques jours. Sur la place, Manon remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Alexandre, vous avez peur. »« Oui, Manon. J'ai découvert que la situation est bien pire que ce que nous pensions. » Il lui raconta les découvertes d'Éric, omettant évidemment les détails les plus terrifiants. Malgré cela, Manon comprit la gravité. « Alors, votre femme est une très mauvaise personne. »« Oui, et cela signifie que je ne pourrai pas venir sur la place pendant un certain temps. »« Ce n'est pas sûr. » Manon sembla triste, mais hocha la tête avec compréhension. « Vous allez bien? »« Je vais bien. Grâce à toi, Manon. Si tu ne m'avais pas alerté, je savais que quelque chose n'allait pas. Les adultes ne prêtent parfois pas attention à l'évidence. » Alexandre sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu m'as sauvé la vie, tu sais, et vous m'avez fait me sentir importante. Personne n'avait jamais écouté mes idées auparavant. Tes idées sont précieuses, Manon. Ne l'oublie jamais. » Ils se dirent au revoir avec une accolade. Alexandre promit de revenir quand tout serait résolu. Cette nuit-là, Alexandre prépara discrètement une petite valise. Quand Sophie prenait son bain, il appela un hôtel du centre-ville et fit une réservation. Pendant le dîner, Sophie était particulièrement attentive, insistant pour qu'il mange bien et prenne tous ses médicaments. « Demain sera un jour important, Alexandre. Le docteur Martin est vraiment le meilleur spécialiste de la région. J'ai très envie de le rencontrer. Il prendra très bien soin de toi. J'en suis absolument certaine. » Il y avait quelque chose de sinistre dans la façon dont elle l'avait dit, une certitude qui allait au-delà de la confiance médicale normale. Vers 2 heures du matin, alors que Sophie dormait profondément, Alexandre quitta discrètement la maison. Il n'emporta que l'essentiel et se rendit en voiture à l'hôtel. Dans la chambre, il appela Eric. « Alexandre, il est très tard. »« Eric, j'ai quitté la maison. Je suis dans un hôtel. C'était la bonne décision. J'ai d'autres informations troublantes. Que se passe-t-il maintenant ?» Le docteur. « Martin n'est pas seulement un complice. C'est le cerveau derrière toute l'opération. Sophie n'est que l'appât. Ils ont un réseau de femmes qui séduisent et épousent des hommes riches. Et Martin fournit les moyens médicaux pour éliminer les obstacles. » Alexandre eut la nausée. « Combien de personnes ont-ils tué ? » Nous enquêtons sur au moins 8 cas au cours des 15 dernières années. Tous des hommes riches, tous avec des problèmes de santé soudains et inexpliqués. Je dois prévenir les autorités maintenant. Je suis déjà en contact avec eux. Demain matin, quand Sophie se rendra compte de ta disparition, ils surveilleront tous ses mouvements. Alexandre passa la nuit sans dormir, digérant l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Sa femme n'était pas seulement une femme infidèle, elle faisait partie d'une opération criminelle sophistiquée. Le lendemain matin, son téléphone sonna sans arrêt. Sophie, visiblement paniquée. « Alexandre, où es-tu ? Je me suis réveillé et tu n'étais pas là. J'ai dû partir tôt pour résoudre une urgence de travail. » « Quelle urgence ? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ? Je ne voulais pas te déranger. Alexandre, tu dois rentrer à la maison maintenant. La consultation avec le docteur, Martin est dans 2 heures. Je vais devoir annuler cette urgence. Cela va me prendre toute la journée. » Le silence à l'autre bout du fil fut long et tendu. « Alexandre, cela ne peut pas attendre. Ta santé. Ma santé va bien, Sophie. En réalité, ma vue est bien meilleure. » Un autre silence. Alexandre pouvait presque entendre la panique grandir. « Meilleur ? Comment ça ? Meilleur. Je vois clairement. Mieux que depuis des mois. C'est impossible. Le docteur Martin doit examiner immédiatement. Ce pourrait être un symptôme dangereux. » Le désespoir dans sa voix était palpable. « Sophie, je dois raccrocher maintenant. Alexandre, ne raccroche pas. Rentre à la maison maintenant. »
Alexandre raccrocha le téléphone et l'éteignit immédiatement. 1 heure plus tard, Eric appela d'un autre numéro. « Alexandre, il faut que tu vois ça. Sophie et Martin se sont rencontrés ce matin. Ils sont en panique totale. Que font-ils? Ils prévoient de quitter la ville cet après-midi. » Alexandre ressentit un soulagement et une colère simultanée. Soulagement d'être en sécurité. Colère d'avoir été si trompé. Les autorités sont prêtes à agir? Oui, ils vont les intercepter sur la route. Et les preuves? Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Documents, photographies, déclarations et, le plus important, des échantillons des médicaments qu'elle te donnait. Alexandre passa la journée à l'hôtel, attendant des nouvelles. Vers 18 heures, Eric appela. « C'est fait, Alexandre. Ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter la ville. Et maintenant? Maintenant tu peux rentrer chez toi, mais d'abord, tu veux voir leur confession. » Alexandre hésita. Une partie de lui voulait comprendre complètement ce qui s'était passé, mais une autre voulait juste oublier. Peut être après. D'abord, je dois faire une chose. Il se rendit directement à la place. Manon était là comme toujours, assise sur le banc habituel. « Monsieur Alexandre, vous allez bien? »« Je vais bien, Manon. Grâce à toi. Qu'est-il arrivé à votre femme? » »« Elle ne dérangera plus personne. Elle et l'homme qui l'aidait ont été arrêtés. » Manon hocha la tête avec gravité. « C'était la bonne chose à faire. Manon, j'ai une proposition pour toi. » « Quel genre de proposition ?» Alexandre s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de la petite fille. « J'aimerais t'offrir une bourse d'études dans une école privée et un meilleur emploi pour ta tante, si elle le souhaite. » Manon le regarda avec méfiance. « Pourquoi? » »« Parce que tu m'as sauvé la vie et parce que tout le monde mérite une chance d'avoir une vie meilleure. Et que voulez-vous en retour ?» La question montrait la sagesse d'une enfant qui avait appris que rien dans la vie n'était gratuit. « Rien, Manon. Absolument rien. Je veux juste m'assurer que tu es en sécurité et que tu as des opportunités. » Manon étudia son visage pendant un long moment. « Ma tante pourrait ne pas accepter. Alors, nous allons lui parler ensemble. Tu pourras expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Et si elle ne croit pas l'histoire, nous avons des preuves. Tu te souviens? Le détective a tout documenté. » Manon sourit pour la première fois depuis qu'Alexandre la connaissait. Un sourire genuin et enfantin qui illumina tout son visage. « D'accord, allons parler à tante Sandrine. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison simple où Manon vivait avec sa tante. Sandrine était une femme de 40 ans, les cheveux grisonnants tirés en arrière, les mains cailleuses par le travail acharné. Ses vêtements étaient propres mais usés, et il y avait une tristesse résiduelle dans ses yeux. Alexandre se présenta poliment et expliqua la situation avec Manon, ajoutant des détails lorsque c'était nécessaire. Sandrine écouta tout avec une incrédulité croissante. « Vous dites que ma nièce a découvert que votre femme essayait de vous empoisonner? »« Oui, madame. Et grâce à son intelligence et son courage, j'ai pu découvrir la vérité à temps. » Sandrine regarda Manon avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Manon, est-ce vrai? »« Oui, tante. J'ai vu des choses étranges et j'ai décidé d'enquêter. Comme vous le dites toujours, nous devons aider les gens quand nous le pouvons. » Sandrine se tourna vers Alexandre. « Et que voulez-vous offrir en retour? » « Une bourse complète pour Manon dans la meilleure école privée de la ville. Et si vous acceptez, un poste de superviseur de nettoyage dans mon entreprise, avec un salaire décent et toutes les prestations. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que votre nièce m'a sauvé la vie et parce que vous deux méritez mieux que la lutte constante pour survivre. » Sandrine garda le silence un long moment, étudiant Alexandre attentivement. « Vous ne voulez rien en retour, juste la satisfaction de savoir que je fais ce qui est juste? Et si nous décidons que nous ne voulons pas de votre aide, alors je respecterai votre décision et ne vous dérangerai plus jamais. » Sandrine regarda Manon qui attendait avec impatience la réponse de sa tante. « Manon, qu'en penses-tu? Je crois que monsieur Alexandre est une bonne personne, tante, et je crois que nous méritons une chance d'avoir une vie plus facile. » Sandrine hocha lentement la tête. « Très bien, nous accepterons votre offre, mais avec des conditions. » « Quelles conditions? Premièrement, si à tout moment nous réalisons qu'il y a des arrière-pensées, nous arrêtons tout immédiatement. Deuxièmement, Manon continue de vivre avec moi, peu importe à quel point sa vie s'améliore. Troisièmement, nous ne voulons pas de charité, nous voulons une opportunité. Si je ne suis pas assez bonne au travail, vous pouvez me licencier. » Alexandre sourit. « J'accepte toutes les conditions, en fait, je les respecte. » Dans les mois qui suivirent, la vie de tous changea radicalement. Manon s'adapta rapidement à sa nouvelle école, démontrant une intelligence exceptionnelle qui impressionna tous les enseignants. Sandrine se révéla être une superviseure naturelle, organisant l'équipe de nettoyage avec une efficacité qui surprit même Alexandre. Sophie et le docteur Martin furent condamnés pour de multiples chefs d'accusation, y compris tentatives de meurtre et fraude. L'enquête révéla leur implication dans un réseau criminel qui opérait depuis plus d'une décennie. Alexandre, libéré de la manipulation constante,
redécouvrit des passions et des intérêts qu'il avait négligés. Il commença à passer plus de temps à des activités qui lui importaient réellement, y compris le bénévolat auprès d'enfants en situation de risque. Sa relation avec Manon et Sandrine évolua de la gratitude à une amitié sincère. Elles devinrent une partie de sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée avec Sophie, une présence chaleureuse et honnête au lieu d'une manipulation subtile. 1 an après l'arrestation de Sophie, Alexandre organisa un petit dîner pour célébrer l'anniversaire de Manon. Sandrine avait préparé un gâteau maison et Alexandre avait apporté des cadeaux soigneusement choisis, des livres, du matériel d'art et un joli journal intime. « Pourquoi ai-je besoin d'un journal intime ?» demanda Manon en feuilletant les pages blanches. « Pour écrire tes observations sur les gens et le monde. Tu as des idées précieuses qui méritent d'être consignées. Crois-tu que d'autres personnes seraient intéressées par mes observations ? J'en suis absolument certain. » Sandrine sourit en voyant la confiance grandir chez la petite fille. Manon a toujours été observatrice. Quand elle était petite, elle me racontait des détails sur les voisins que je n'avais jamais remarqués. « C'est un talent rare, dit Alexandre. La capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir des vérités que d'autres ignorent. » Manon se recroquevilla de honte, mais était clairement satisfaite de l'éloge. Pendant la fête, Alexandre réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. 1 an auparavant, il était marié à une femme qui prévoyait de le tuer, isolé des relations sincères, vivant une vie qu'il percevait maintenant comme un mensonge soigneusement construit. Maintenant, il était entouré de personnes qui se souciaient vraiment de lui, engagé dans un travail significatif et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. « Monsieur Alexandre, » dit Manon pendant le dessert, « puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Regrettez-vous de vous être marié avec votre ex-femme ?» La question était typique de Manon, directe, perspicace et un peu inconfortable. Alexandre réfléchit attentivement. « C'est une question intéressante, Manon. D'un côté, ce fut une expérience terrible, qui aurait pu très mal finir. D'un autre côté, si je n'avais pas traversé cela, je ne vous aurais jamais rencontré, vous deux. Alors, vous ne regrettez pas ? Je regrette d'avoir été naïf. Je regrette de ne pas avoir prêté attention aux signaux d'alarme, mais je ne regrette pas le chemin qui m'a mené jusqu'ici. » Sandrine intervint. « Parfois, les pires expériences nous enseignent les leçons les plus importantes. » « Exactement, » acquiesça Alexandre. « Et parfois, nous devons affronter l'obscurité pour vraiment apprécier la lumière. » Manon hocha la tête avec gravité, comme si elle enregistrait l'observation dans son esprit. Des mois plus tard, Alexandre reçut un appel inattendu d'Éric. « Alexandre, tu dois savoir quelque chose. Sophie essaye de te contacter depuis la prison. Que veut-elle ? Elle prétend avoir des informations importantes sur d'autres cas similaires. Elle veut faire un marché en échange d'une réduction de peine. » Alexandre ressentit un mélange de curiosité et de répulsion. Quel genre d'informations ? Des noms d'autres victimes ? Des détails sur le réseau criminel ? Des emplacements de biens volés ? Des choses qui pourraient aider la police à résoudre d'anciennes affaires. Et elle veut me parler, spécifiquement à moi. Elle prétend ne faire confiance qu'à toi pour intercéder dans les négociations. Alexandre rit ironiquement. Elle ne fait confiance à personne, Éric. C'est juste une autre manipulation. Probablement, mais il pourrait y avoir des informations précieuses. Que me recommandez-vous ? Si tu es émotionnellement préparé, cela pourrait valoir la peine d'au moins écouter ce qu'elle a à dire, évidemment avec toutes les précautions de sécurité. Alexandre discuta de la situation avec Manon lors d'une de leurs rencontres régulières sur la place. La petite fille, maintenant âgée de 11 ans, avait développé une perspicacité encore plus aiguë. « Que penses-tu que je devrais faire, Manon ? Cela dépend de ce que vous voulez accomplir. » « Comment ça ? Si vous voulez juste aller de l'avant et oublier, vous ne devriez pas lui parler. Si vous voulez aider d'autres personnes qui ont pu traverser la même chose, devriez-vous écouter. Et quelle serait la bonne décision, selon toi ? » Manon réfléchit un instant. « Vous vous souvenez quand j'ai dû décider si je vous parlais de votre femme ? Je m'en souviens. J'aurais pu me taire et continuer ma vie. Mais je savais que d'autres personnes pourraient être blessées si je ne faisais rien. » Alexandre comprit l'analogie. « Es-tu en train de dire que j'ai une responsabilité envers d'autres victimes potentielles ? Je dis que vous devez décider quel genre de personne vous voulez être. » La sagesse simple de Manon était comme toujours profonde et directe. Alexandre décida d'accepter la rencontre avec Sophie, mais avec des conditions rigoureuses. Ce serait à la prison, en présence des autorités, et serait entièrement enregistré. Le jour de la rencontre arriva, froid et pluvieux. Alexandre entra dans la salle de visite de la prison avec un mélange d'anxiété et de détermination. Sophie l'attendait, vêtue de l'uniforme orange de la prison, avec une apparence très différente de la femme élégante qu'il avait connue. « Alexandre, » dit-elle quand il s'assit en face d'elle, « merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, Sophie. Je suis venu pour les autres personnes que toi et tes complices avaient pu blesser. » Sophie hocha la tête, semblant accepter la dureté du ton.
Je comprends, et tu as raison de ne pas me faire confiance. Qu'as-tu à me dire? D'abord, je veux que tu saches que j'ai réellement appris à tenir à toi. Pas au début, mais avec le temps. Sophie, je ne suis pas ici pour une conversation émotionnelle. Tu as dit que tu avais des informations importantes. Elle soupira. Tu as raison. Le docteur Martin et moi faisions partie d'une opération qui a commencé il y a plus de 15 ans. Nous n'étions pas les seuls. Il y avait au moins 6 équipes similaires opérant dans différentes régions du pays. Alexandre se pencha en avant. C'était une information précieuse. Combien de victimes au total? Je ne sais pas le nombre exact, mais notre équipe a été responsable de 8 cas confirmés avant le tien. Les autres équipes, peut être 50 ou plus au fil des ans. Les chiffres étaient choquants. Alexandre eut la nausée en pensant à tant de vies perdues. Pourquoi me racontes-tu cela maintenant? Sophie hésita. Parce que j'ai peur. Les dirigeants de l'opération n'aiment pas les témoins vivants, même en prison. Je ne me sens pas en sécurité. Et tu crois que coopérer te protégera? J'espère. Et elle fit une pause, regardant directement Alexandre. Et parce qu'une partie de moi veut vraiment faire ce qui est juste au moins une fois. Alexandre étudia son visage, cherchant des signes de manipulation. Il y avait quelque chose de différent chez Sophie, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Si tu veux vraiment faire ce qui est juste, tu me donneras toutes les informations que tu as sans condition. Je le ferai, mais Alexandre, je dois te dire que ce n'a jamais été personnel. On m'a recruté pour ce travail quand j'étais désespéré. Mes propres parents ont été victimes d'une fraude similaire, et j'ai fini par vivre dans la rue pendant mon adolescence. La révélation surprit Alexandre. Tu as été victime avant de devenir coupable? Oui. Martin m'a trouvé quand j'avais 17 ans, sans argent, sans famille, sans perspective. Il m'a offert une vie meilleure en échange de certaines choses. Cela ne justifie pas ce que tu as fait, Sophie. Cela ne le justifie pas, mais cela explique comment j'ai commencé. Et cela explique pourquoi, lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai remis en question si je voulais continuer à faire cela. Alexandre sentit une pointe de tristesse, non pour Sophie, mais pour la jeune femme désespérée qu'elle avait été. Si tu l'as vraiment remis en question, pourquoi as-tu continué? Parce que j'avais très peur. De mauvaises choses sont arrivées aux personnes qui ont essayé de quitter l'opération. Alexandre passa les 2 heures suivantes à écouter Sophie révéler des détails sur le réseau criminel. Noms, lieux, méthodes, hiérarchie. La complexité de l'opération était effrayante. À la fin, Alexandre se leva pour partir. « Alexandre » appela Sophie. « Comment va ta vue ?»« Complètement normal, sans effet permanent. Je suis contente. J'ai réduit les doses au cours des dernières semaines avant que tu ne le découvres. Je n'en pouvais plus. » Alexandre l'interrompit. « Sophie, n'essaie pas de transformer cela en quelque chose de noble. Tu n'as arrêté que parce que tu perdais le contrôle de la situation. Être-je enfin trouvé un peu d'humanité que je pensais avoir perdu ?» Alexandre la regarda une dernière fois. « J'espère que c'est vrai, Sophie, pour ton propre bien. » Elle hocha la tête, les larmes commençant à lui monter aux yeux. « Prends bien soin de toi, Alexandre. Et merci de m'avoir écouté. » Alexandre quitta la prison avec des sentiments mitigés. Les informations fournies par Sophie aideraient à démanteler un vaste réseau criminel et à potentiellement sauver des vies futures. Mais cela le força également à confronter la complexité de la nature humaine, les circonstances qui transforment les victimes en bourreaux. Dans les mois qui suivirent, les informations de Sophie conduisirent à de multiples arrestations dans tout le pays. Des dizaines de cas non résolus furent rouverts. Des familles obtinrent enfin des réponses sur la perte de leurs proches. Alexandre suivit les développements par l'intermédiaire d'Éric, mais il tenta principalement de se concentrer sur les aspects positifs de sa nouvelle vie. Manon continua de s'épanouir sur le plan académique. Ses notes étaient exceptionnelles, et elle avait développé un intérêt particulier pour la psychologie et le travail social. « Je veux aider des enfants comme moi », dit-elle à Alexandre, lors d'une de leurs conversations. Des enfants qui ont perdu leurs parents ou qui se trouvent dans des situations difficiles. « Tu serais excellente dans ce travail », répondit Alexandre. « Tu as une empathie naturelle, et tu comprends ce qu'il faut pour surmonter les adversités. Je l'ai appris en vous observant, vous et tante Sandrine. Vous m'avez montré qu'il est possible de créer une famille choisie quand la famille biologique n'est pas disponible. » L'observation toucha profondément Alexandre. « Manon, tu sais que Sandrine et toi êtes aussi devenus ma famille, n'est-ce pas ?»« Je le savais, » sourit-elle, « mais c'est bon de vous l'entendre dire. Sandrine avait également trouvé sa place dans le monde professionnel. Son efficacité et son leadership naturel avaient été remarqués, et Alexandre la promut au poste de directrice des opérations de l'ensemble du consortium. Je n'aurais jamais imaginé être capable de gérer autant de monde, confia Sandrine à Alexandre lors d'une réunion d'évaluation. Tu as toujours eu ces compétences, Sandrine. Tu avais juste besoin d'une opportunité pour les démontrer. Et tu nous as donné cette opportunité alors que tu n'avais aucune obligation de le faire. En réalité, j'avais toutes les obligations. Manon m'a sauvé la vie.
C'était le moins que je puisse faire. Sandrine sourit. Tu sais que cela va bien au-delà de l'obligation, Alexandre. Tu te soucies vraiment de nous. Alexandre hocha la tête. Vous êtes ma famille. Bien sûr que je me soucie. 2 ans après l'arrestation de Sophie, Alexandre reçut une lettre inattendue. C'était de Sophie, mais le ton était complètement différent de toute communication précédente. Alexandre, disait la lettre, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Je vous écris pour vous faire part de quelques nouvelles. J'ai terminé ma formation de conseillère et je travaille maintenant à temps plein avec des femmes qui ont été victimes d'abus et qui sont ensuite devenues des délinquantes. C'est un travail difficile mais gratifiant. Chaque jour, je vois des femmes trouver la force de briser les cycles de violence et de traumatisme de la même manière que j'ai réussi à le faire. J'ai récemment participé à une conférence sur la justice réparatrice où j'ai parlé de ma propre expérience. Ce fut la première fois que je racontais mon histoire publiquement et ce fut aussi terrifiant que libérateur. Pendant ma présentation, j'ai parlé de la façon dont la réaction d'Alexandre à ma trahison m'a appris le pardon et les secondes chances. Il aurait pu chercher la vengeance, mais au lieu de cela, il a choisi de se concentrer sur la construction d'une vie positive. Je ne demande pas de contact continu, ni de pardon formel. Je voulais juste que vous sachiez que votre exemple en tant que famille continue de m'inspirer dans mon travail. Manon, si tu lis ceci, sache que ton courage en protégeant Alexandre a sauvé non seulement sa vie, mais a indirectement sauvé de nombreuses autres vies grâce au changement qu'il a provoqué. Avec une gratitude et un respect sincère, Sophie. P.S. Alexandre, j'ai appris par des articles de journaux votre travail avec les enfants en situation de risque et le livre que vous avez écrit. Je suis sincèrement heureuse de savoir que vous avez trouvé un but et de la joie. Après avoir lu la lettre, la famille s'assit pour en discuter. « Qu'en pensez-vous » demanda Alexandre. Sandrine parla la première. Elle semble sincère et c'est bon de savoir qu'elle utilise son expérience pour aider d'autres personnes. Manon hocha la tête. « Je suis d'accord et j'aime l'idée que notre histoire a eu un impact positif au-delà de nos propres vies. Croyez-vous que je doive répondre ? Seulement si tu le souhaites, dit Sandrine. Tu n'as aucune obligation envers elle. » Alexandre réfléchit quelques instants. Je crois que j'enverrai une brève réponse reconnaissant ses efforts et lui souhaitant du succès dans son travail. C'est une réponse compatissante, dit Manon. Et la compassion a toujours été l'une de tes meilleures qualités, papa. Alexandre écrivit une courte lettre, cordiale mais distante, reconnaissant le travail de Sophie et lui souhaitant le meilleur dans ses efforts de réhabilitation. Ce fut la dernière communication qu'ils eurent. Les années universitaires de Manon passèrent rapidement. Elle obtint son diplôme avec mention, rédigea une thèse sur des modèles innovants de protection de l'enfance et fut acceptée dans plusieurs programmes de 3e cycle prestigieux. À la surprise d'Alexandre, elle choisit de poursuivre ses études à l'université locale. « Pourquoi ne pas accepter une des offres des universités les plus renommées ?» demanda Alexandre. « Parce que je veux travailler dans cette communauté, papa. Cet endroit m'a donné une seconde chance et je veux rendre l'appareil ici. Mais tu pourrais acquérir plus d'expérience dans un programme plus compétitif. L'expérience n'est pas seulement le prestige académique, c'est l'impact réel, et je peux avoir plus d'impact en travaillant dans une communauté que je connais bien. » Alexandre comprit et respecta sa décision. Il était typique de Manon de choisir le but plutôt que le prestige. Pendant ses études de 3e cycle, Manon développa un programme pilote de mentorat qui associait des enfants en situation de risque à des mentors adultes ayant surmonté des circonstances similaires. « L'idée est basée sur notre propre expérience », expliqua-t-elle à Alexandre. « Parfois, la personne la plus qualifiée pour aider quelqu'un est une autre qui a traversé la même chose. » Le programme fut incroyablement réussi et finit par être adopté par plusieurs organisations de la région. Quand Manon reçut son master en travail social, toute la famille était présente à la cérémonie de remise des diplômes. Alexandre n'avait jamais été aussi fier. « Mesdames et messieurs », annonça le directeur du programme. Notre oratrice de la promotion est Manon Ruiz Mendez, qui a développé le programme de mentorat Seconde Famille, qui a déjà eu un impact sur plus de 100 enfants de notre région. Manon monta sur scène avec confiance et grâce. Son discours portait sur les secondes chances, la famille choisie et l'importance de transformer les expériences personnelles en outils pour aider les autres. « Quand j'étais enfant, dit-elle, je pensais que mon histoire était écrite par des personnes qui s'en moquaient. J'ai appris que nous pouvons choisir les auteurs de nos propres histoires. Ma famille choisie m'a appris que l'amour ne concerne pas la perfection ou des circonstances idéales. L'amour, c'est choisir d'être présent pour quelqu'un chaque jour, surtout quand c'est difficile. Chacun d'entre vous a la capacité d'être une seconde chance dans la vie de quelqu'un. Parfois cela signifie adopter officiellement, parfois cela signifie le mentorat, parfois cela signifie simplement être une présence constante et aimante dans la vie d'un enfant. Ne sous-estimez pas le pouvoir de choisir de se soucier de quelqu'un. Ce choix peut littéralement sauver des vies. » L'auditoire lui fit une ovation debout. Alexandre, Sandrine et Antoine pleuraient de fierté.
Après la cérémonie, une femme âgée s'approcha d'eux. « Chère jeune femme, je suis directrice d'une organisation nationale de protection de l'enfance. J'aimerais discuter avec vous de l'expansion de votre programme à l'échelle nationale. » Manon regarda Alexandre avant de répondre. « Je serais honoré de discuter, mais permettez-moi de clarifier quelque chose. Mon travail est basé sur la communauté. Toute expansion devrait maintenir cette approche locale. » La femme sourit. Exactement l'attitude que nous nous attendions à entendre. Dans les mois qui suivirent, Manon travailla avec l'organisation pour développer un modèle qui pourrait être reproduit dans différentes communautés en maintenant l'accent sur la connexion personnelle et l'impact local. Alexandre observa avec admiration comment sa fille naviguait ses opportunités professionnelles en maintenant ses valeurs fondamentales. « N'es-tu pas tenté d'accepter des offres de grandes villes ou des salaires plus élevés ?» lui demanda-t-il lors d'un dîner familial. « Bien sûr, il y a des moments de tentation, » admit Manon, « mais je reviens toujours à la question fondamentale. Où puis-je générer le plus grand impact réel? Et la réponse est toujours ici, pour l'instant oui. Et honnêtement, papa, une partie de la raison est que je ne veux pas m'éloigner de notre famille. Vous êtes ma base, ma source de force. » Sandrine sourit. « Nous serons toujours là pour toi, ma chère. Mais nous ne voulons pas que notre présence te limite. Vous ne me limitez pas, vous me donnez du pouvoir. Il y a une différence importante. Cette nuit-là, après que Manon fut rentrée chez elle, elle avait emménagé dans un petit appartement confortable près de son bureau. Alexandre et Sandrine discutèrent de la façon dont elle avait grandi. Parfois, il est difficile de croire que c'est la même petite fille effrayée que nous avons rencontrée il y a plus de 10 ans, observa Sandrine. Son essence a toujours été spéciale, répondit Alexandre. Elle avait juste besoin de stabilité et d'amour pour s'épanouir pleinement. Crois-tu que nous avons fait du bon travail en tant que parents? Alexandre rit. Sandrine, regarde-la, elle est compatissante, intelligente, dévouée à aider les autres et heureuse. Je pense que nous avons fait un travail exceptionnel. Ce n'était pas toujours facile. Les meilleures choses de la vie sont rarement faciles, mais elles ont toujours été gratifiantes. Sandrine hocha la tête en souriant. Je ne regrette aucun de nos choix. Moi non plus. L'automne suivant, Manon annonça qu'elle sortait avec quelqu'un sérieusement. Il s'appelle Diego, dit-elle lors du déjeuner du dimanche. Il est aussi travailleur social. Il travaille avec des adolescents en situation de rue. Comment vous êtes-vous rencontrés? Demanda Alexandre. Par le travail, nos programmes se chevauchent un peu et nous avons commencé à collaborer sur certains cas. L'amitié a évolué naturellement. Et il connaît notre histoire familiale? Demanda Sandrine. Il sait tout et il comprend et respecte complètement nos liens. En fait, il veut vous rencontrer. Alexandre et Sandrine échangèrent des regards d'approbation. Toute personne que Manon choisirait devrait comprendre et accepter l'importance de sa famille. Quand pouvons-nous le rencontrer? Demanda Alexandre. Et si c'était le dimanche prochain? Je peux l'amener déjeuner? Quand ils rencontrèrent Diego, Alexandre et Sandrine sympathisèrent immédiatement avec lui. Il était sincère, respectueux et clairement dévoué à Manon. Plus important encore, il montra un intérêt authentique pour l'histoire familiale et un respect pour les expériences qui les avaient façonnées. Manon m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés, dit Diego à Alexandre. Son courage en enquêtant sur la situation et votre générosité en incluant Manon et Sandrine dans votre vie sont inspirants. Manon m'a sauvé la vie, répondit Alexandre. Tout ce que j'ai fait pour elle était peu en comparaison. Mais vous avez choisi de faire bien plus que le strict minimum. Cela en dit long sur votre caractère. Alexandre apprécia la réponse réfléchie de Diego. Pendant le déjeuner, Diego partagea également sa propre histoire. « J'ai grandi en foyer d'accueil, dit-il. Je n'ai jamais eu la stabilité que Manon a trouvée avec vous. C'est en partie la raison pour laquelle je travaille avec des adolescents dans des situations similaires. »« Tu n'as jamais eu de famille stable ?» demanda Sandrine. « Pas permanente. Certaines familles d'accueil étaient gentilles, d'autres moins. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. » Alexandre ressentit une compassion immédiate pour le jeune homme. « Et maintenant, as-tu l'impression d'avoir une famille ?» Diego regarda Manon avec tendresse. « J'apprends ce que signifie avoir des personnes qui se soucient réellement de moi. Manon m'apprend cela. » L'honnêteté vulnérable de Diego impressionna toute la famille. Après le départ de Diego et Manon, Alexandre et Sandrine parlèrent de lui. « Qu'en pensez-vous » demanda Alexandre. « Je l'aime bien » dit Sandrine immédiatement. « Il est sincère, il a des valeurs similaires aux nôtres et il aime clairement Manon. Je suis d'accord. Et j'aime qu'il comprenne la valeur de la famille choisie compte tenu de sa propre expérience. Je crois que Manon a bien choisi. » Alexandre hocha la tête. Elle a toujours été douée pour identifier le caractère authentique chez les gens. Fin de l'histoire. Ce fut une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Croyez-vous qu'Alexandre a pris les bonnes décisions?
Quelles leçons de cette histoire ont le plus touché votre cœur? Partagez avec nous en commentaire vos réflexions sur la famille, les secondes chances et le courage de faire de nouveau confiance. Votre opinion est très importante pour nous. N'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes que nous vous avons préparées.